La Russie a connu de nombreux échecs en Ukraine, mais ses lacunes navales sont probablement les plus humiliantes. Poutine peut-il trouver un moyen de sortir de cette humiliation constante? Voici l'essentiel. Avant la guerre, des experts craignaient que la flotte russe de la mer Noire ne l'aide à submerger la résistance ukrainienne. Par exemple, ils redoutaient que des navires russes stationnés en Crimée ne lancent des missiles sur l'Ukraine, à l'abri de toute riposte. Ils redoutaient aussi la possibilité que la flotte de la mer Noire participe à des opérations amphibies russes, notamment lors d'une attaque contre Odessa, la troisième plus grande ville d'Ukraine. Le succès d'une telle opération couperait totalement l'Ukraine de la mer Noire et la laisserait comme un État résiduel enclavé. Dans les tout premiers jours de la guerre, ces experts ont observé Odessa et la flotte de la mer Noire de près. Leur attention aurait sans doute mieux fait de se porter ailleurs car la marine russe était à l'instar de tout le reste de son armée avant la guerre, beaucoup de discours et peu de résultats. Loin d'obtenir la suprématie navale pendant la guerre, la marine russe a au contraire été efficacement contenue par l'Ukraine, un pays qui n'a pas de marine. Que dit ce retournement de situation sur la marine russe? En réalité, ce désastre n'a pas surpris certains experts qui avaient relevé le déclin des capacités navales russes depuis la chute de l'Union soviétique. Dans cette vidéo, nous allons examiner l'état plutôt délabré de la puissance navale russe. Nous faisons tourner cette chaîne avec des moyens très limités. Aidez-nous à atteindre 1000 abonnés pour débloquer la monétisation et améliorer la qualité ainsi que la régularité des vidéos. Si vous voulez des mises à jour rapides et claires, abonnez-vous. Depuis l'époque de Pierre le Grand au début du XVIIIe siècle, la Russie aspire à devenir une puissance maritime, allant souvent en guerre pour sécuriser des littoraux et des ports favorables. Malheureusement pour Moscou, la géographie est son plus grand ennemi dans sa quête de parité navale avec les autres grandes puissances. La plupart des ports russes gèlent en hiver. D'autres, comme ceux de la Baltique et de la mer Noire, sont enfermés dans des goulets d'étranglement. Cette faiblesse géostratégique s'est historiquement révélée être un défi majeur pour la Russie, et il en va de même pour sa guerre en Ukraine. La Convention de Montreux de 1936 relative au régime des détroits autorise la Turquie à interdire le passage de navires de guerre par les Dardanelles et le Bosphore en temps de guerre, coupant le transit entre la mer Noire et la Méditerranée. La Turquie a invoqué pour la première fois les dispositions de la Convention applicable en temps de guerre quelques jours après que la Russie a lancé sa soi-disant opération militaire spéciale. Cette invocation signifiait que la Russie ne pouvait pas renforcer sa flotte de la mer Noire et par conséquent, l'état-major de la marine russe est devenu beaucoup plus prudent quant au déploiement de ses navires existants. Une telle prudence a contribué à garantir que l'armée et la marine russe seraient incapables de se soutenir correctement tout au long de la guerre. La situation en Ukraine n'est que le dernier exemple en date de la géographie faisant obstacle à la quête de puissance navale de la Russie. Cependant, la marine russe a des problèmes bien plus profonds. La structure de commandement est l'un de ces problèmes. La marine russe ne dispose pas d'un commandement unique, ce qui rend difficile pour Moscou de concevoir et de mettre en œuvre une stratégie navale globale et de planifier de nouveaux programmes ou des mises à jour des programmes existants. La marine russe a aussi souffert d'un manque d'argent et une grande partie des fonds qui lui ont été consacrés a été mal allouée à cause de la corruption. Avant l'invasion de l'Ukraine, les problèmes navals russes devenaient plus évidents. La taille de la flotte n'a cessé de diminuer. Les navires plus anciens sont souvent envoyés à la casse avant que des navires plus récents ne puissent les remplacer. Pour cette raison, la Russie perd lentement, mais sûrement sa présence navale dans l'Arctique, une région qui intéresse de plus en plus la Chine avec sa marine en expansion, et même en mer Caspienne, où d'autres pays post-soviétiques développent leur flotte. La marine russe vieillit aussi. La chute de l'Union soviétique a aussi entraîné l'effondrement d'une grande partie de l'industrie navale russe. La fin de la guerre froide a mis fin à la demande pour bon nombre des projets navals dont l'Union soviétique avait autrefois besoin, atrophiant encore davantage l'industrie navale. Les travailleurs qualifiés ont pris leur retraite ou ont dû trouver d'autres emplois. L'expérience institutionnelle a commencé à s'évaporer. Des équipements de fabrication importants se sont dégradés. L'industrie navale a aussi été morcelée à la suite de l'effondrement. Par exemple, une grande partie de l'infrastructure qui produisait les moteurs des navires russes s'est retrouvée en Ukraine, puisque c'est là qu'une grande partie d'entre eux étaient construits à l'époque soviétique.
Au 10 novembre 2023, la marine russe compte un total de 265 unités de flotte et le World Directory of Modern Military Warships, la classe 3e en capacité derrière les marines des États-Unis et de Chine. La Russie dispose de 185 unités principales de flotte, telles que des destroyers frégates et corvettes, de 58 sous-marins, de 21 unités d'assaut amphibies et d'un porte-avions, l'amiral Kuznetsov. Cependant, l'amiral Kuznetsov est révélateur des problèmes navals plus profonds de la Russie, ce qui justifie d'examiner son cas. Ce porte-avions est en cale sèche pour réparation depuis 2018, le navire étant censé reprendre du service en 2024. Les réparations ont été minées par des accidents et par la corruption. En 2019, un grave incendie s'est déclaré. 2 ans plus tard, le directeur général du chantier naval de Mourmansk, où se déroulaient les réparations, a été arrêté soupçonné d'avoir détourné des roubles, équivalent à environ 600 000 $, un seul exemple de la corruption généralisée au sein de la marine russe que nous avons déjà mentionné. Même s'il était réparé et remis en service en 2024, l'amiral Kuznetsov ne contribuerait pas à changer la situation en Ukraine pour les forces russes, car il ne peut pas être déplacé vers la mer Noire. L'amiral Kuznetsov n'est pas non plus un porte-avions de pointe. Bien qu'il ait été construit dans les années 1980 à peu près, à la même époque que de nombreux porte-avions de classe Nimitz de la flotte américaine, il ne fonctionne pas avec un système de catapulte moderne comme eux. Il utilise à la place la méthode STOBAR décollage court avec appontage arrêté. Cela signifie qu'il ne peut pas lancer ses avions aussi rapidement que les porte-avions américains, ce qui en fait un atout moins performant pour la projection de puissance russe. L'amiral Kuznetsov n'est pas le seul navire qui soit loin d'être moderne dans la flotte russe. L'âge médian combiné des coques de la marine russe est de 30 ans. En comparaison, l'âge médian des coques dans la marine des États-Unis est de 23,3 ans. À première vue, cela ne semble pas être un retard énorme, et il est vrai que la marine américaine accumule des navires vieillissants, mais comme nous le verrons bientôt, l'Amérique peut renouveler entièrement ses flottes dans un délai raisonnable. La Russie fait face à des difficultés bien plus profondes. Lorsqu'ils ont été engagés, les navires de guerre russes vieillissants ont rencontré des problèmes en Ukraine. L'exemple le plus célèbre est le naufrage du navire amiral de la flotte de la mer Noire, le Moskva, en avril 2022. Bien que le Moskva soit un croiseur de défense aérienne, il a coulé après avoir été touché par une paire de missiles de croisière anti-navires ukrainiens Neptune. Depuis, l'attaque des observateurs se demandent comment les missiles de défense aérienne S-300F et 9K-33 osa du Moskva, ses canons de 30 mm sa courte portée. Ses paillettes, leurs leurres et ses systèmes de guerre électroniques ont tous pu échouer à empêcher l'attaque. Pendant ce temps, après avoir été touché, le Moskva n'a pas démontré une bonne capacité de survie. C'était un navire vieux de 40 ans dont les systèmes d'extinction d'incendie étaient dépassés. L'Ukraine a aussi fréquemment utilisé des bateaux drones pour endommager ou détruire des navires russes. Le 10 novembre, l'Ukraine a publié des images montrant ces drones à l'œuvre attaquant des navires de débarquement russes. Les images montraient au moins l'un d'entre eux en feu sur l'eau après un impact. La marine russe s'est révélée incapable de s'adapter aux exigences de la guerre en Ukraine, et il semble qu'elle ne pourra pas le faire de sitôt. Le naufrage du Moskva et d'autres difficultés navales étaient un résultat prévisible pour certains observateurs de l'armée russe qui se plaignaient que la flotte de leur pays vieillissait mal. Avant la guerre, Poutine avait affirmé que l'amélioration des capacités de combat de la marine russe était l'une de ses priorités. Cependant, des difficultés économiques et logistiques lui ont barré la route. Bien que les dépenses de défense russes aient augmenté sous Poutine, la Russie a souvent manqué de capacités industrielles pour moderniser ses forces armées. Ce manque de capacité n'est ni nouveau ni limité à la marine. La Russie s'est montrée incapable de fabriquer en grand nombre le char T-14 Armata et l'avion de chasse Su-57 Félon avant la guerre. À bien des égards, les problèmes navals sont pires car les institutions industrielles soviétiques n'ont jamais été adéquatement remplacées après avoir rétréci ou disparu. Avant l'invasion, la Russie avait tenté de construire de nouvelles frégates à missiles guidés de la classe amiral Grigorovitch pour sa flotte de la mer Noire, mais les sanctions imposées après l'annexion unilatérale de la Crimée par la Russie ont empêché cela.
Ironie du sort, la Russie avait besoin de moteurs fabriqués en Ukraine pour propulser ses navires. En 2019, la Russie espérait ajouter 14 navires supplémentaires supposément furtifs de la classe Amiral Grigorovitch à sa flotte, mais ne disposait des moteurs nécessaires que pour 2 d'entre eux. La Russie a tenté de développer des turbines à gaz domestique en remplacement des moteurs que l'Ukraine lui refusait, mais n'a pas encore lancé la production. En 2019, NPO Saturn, l'entreprise russe chargée de fabriquer le moteur de la nouvelle frégate, affirmait avoir reçu ses premières commandes du ministère de la Défense. Cependant, des sources citées par Reuters à l'époque indiquaient qu'il n'y avait aucune garantie quant au nombre de moteurs que le ministère achèterait réellement. Des observateurs ukrainiens disaient qu'il faudrait au moins 5 ans avant que la production de ces moteurs ne commence. Des sanctions bien plus sévères imposées depuis lors rendront le problème de construction de nouveaux navires pour la flotte de surface russe encore plus ardu. La Russie a également eu des difficultés à entretenir sa flotte de surface existante. L'incendie sur l'amiral Kuznetsov pendant les réparations en 2019 n'était qu'un des nombreux accidents et épisodes de mauvaise gestion auxquels la marine russe est sujette. Par exemple, le croiseur de la classe Kara-Kerch a pris feu en 2014 dans des circonstances mystérieuses. Un incendie de chantier naval en 2016 a aussi endommagé un nouveau dragueur de mines en construction, et si vous pensiez que les réparations de l'amiral Kuznetsov étaient lentes, considérez que le croiseur nucléaire soviétique amiral Ushakov était resté inactif pendant près de 2 décennies avant 2019, lorsque l'état-major naval russe a finalement décidé de le mettre à la casse. La Russie avait initialement prévu de moderniser tous ses croiseurs nucléaires de la classe Kirov, mais en 2012, elle a annoncé qu'elle ne le ferait que pour l'un d'entre eux, l'amiral Nakimov, mettant les autres à la casse. Cela s'inscrit dans une tendance. Les 265 unités de flotte de la marine russe en 2023 représentent une forte baisse par rapport aux 360 navires que des observateurs américains estimaient qu'elle avait en 2019. Cette année-là, la Russie a enregistré la livraison de 23 nouveaux navires de surface, un fait qui a suscité beaucoup de fanfares dans son pays. Cependant, seuls 7 d'entre eux étaient des bâtiments de combat armés. Les autres étaient de petites corvettes lance-missiles qui ne déplaçaient pas plus de 2000 tonnes d'eau. Le déplacement compte. L'une des façons les plus précises de mesurer la véritable puissance d'une marine est son tonnage total. Les navires plus lourds peuvent être non seulement emporter davantage d'armes et absorber plus de dégâts, mais ils peuvent aussi rester en mer plus longtemps. Par exemple, les États-Unis construisent de grands navires de guerre parce qu'ils doivent souvent parcourir des milliers de kilomètres depuis leurs ports nationaux pour atteindre leur destination et accomplir leur mission mondiale. Les navires plus lourds peuvent emporter plus de carburant et d'autres fournitures. Les navires plus légers sont plus vulnérables, moins puissants, et ne peuvent rester en mer qu'un temps limité. C'est l'une des raisons pour lesquelles des experts américains ne sont pas impressionnés par le fait que la Chine est la plus grande marine du monde en nombre de bâtiments. La plupart des navires chinois sont légers et se comporteraient mal dans une confrontation directe avec la marine américaine. Or, à mesure que la Russie retire progressivement sa flotte héritée de la guerre froide, elle fait de plus en plus face au même problème que la Chine, une flotte de petits navires au déplacement limité. Par exemple, la Russie a construit de nouvelles corvettes Buyan et Buyan M. Cependant, ces navires supposément nouveaux manquent de capacités anti-aériennes et anti-sous-marines. Ils sont aussi petits et incapables d'opérer loin des côtes. Les nouveaux navires de la classe Karakourt sont plus aptes à opérer en eau plus profonde, mais ils manquent eux aussi de capacités anti-aériennes et anti-sous-marines. En 2019, la marine russe ne déplaçait au total que 1,2 million de tonnes. La marine des États-Unis en déplaçait 4,6 millions. L'écart s'est encore creusé depuis du fait que la Russie continue de retirer des navires plus anciens et plus lourds en les remplaçant par des navires plus légers. Il en résulte que la Russie dispose d'une flotte de surface vieillissante de plus en plus nécessiteuse de réparation et incapable de se moderniser malgré l'augmentation des dépenses de défense. Pendant ce temps, les nouveaux navires livrés à la marine russe ne remplacent pas adéquatement ceux qui sont envoyés à la casse. La flotte de surface russe devient plus petite,
moins capables au combat et moins aptes à projeter de la puissance sur de longues distances. Nous l'avons constaté de première main en Ukraine, où la Russie n'a pas réussi à établir une supériorité navale dans l'ouest de la mer Noire, au large de la Crimée, malgré le fait que son adversaire n'ait pas de marine. Les navires russes sont trop vieux vulnérables et incapables de soutenir des opérations amphibies. Pour aggraver les choses, les nouveaux navires semblent avoir peu d'utilité stratégique. Pour la Chine qui s'attend à ce qu'une confrontation avec les États-Unis ait lieu dans les eaux de la première chaîne d'îles, près de son territoire, il existe une logique à construire des navires plus petits, capables d'opérer à proximité des bases sur le continent chinois. Pour la Russie, en revanche, cette logique n'existe pas. À cause de son isolement géographique par rapport aux voies d'eau mondiales, elle a besoin de navires plus grands si elle veut projeter une puissance navale à l'étranger. Pourtant, la Russie perd progressivement sa marine hauturière et se retrouve de plus en plus confinée aux eaux, loin d'être idéale proche de son littoral. La flotte sous-marine russe semble mieux s'en sortir que ses bâtiments de surface. Par exemple, elle est dans une bien meilleure situation que la Chine, qui est encore loin derrière, en guerre sous-marine. Sur les 58 sous-marins russes, 37 sont à propulsion nucléaire. Parmi eux, 11 sont des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins 17 des sous-marins d'attaque et 9 des sous-marins lanceurs de missiles de croisière. Les 21 autres sont des sous-marins d'attaque diesel électrique moins modernes. Cependant, tout comme la flotte de surface, la flotte sous-marine russe continue de diminuer en taille. La force actuelle de 58 sous-marins est une trajectoire descendante par rapport aux 60 et 1 que la Russie avait en 2015, et c'est un déclin précipité par rapport aux 366 sous-marins que la marine soviétique possédait en 1985. Bien qu'une grande partie de la réduction de la taille de la flotte soit due à la fin de la guerre froide, la Russie a manqué de fonds pour construire de nouveaux sous-marins afin de remplacer les plus anciens arrivant en fin de vie. Par exemple, elle a dû réduire la production de ses sous-marins nucléaires lance-missiles guidés de la classe Oscar II et de ses sous-marins d'attaque de la classe Akula. Le manque de fonds a aussi retardé les sous-marins d'attaque plus modernes de la classe Yasen le Ier, ayant nécessité 20 ans de construction. Il n'en existe que 2, les sous-marins diesel électriques russes de la classe Kilo, se sont révélés plus faciles à construire en partie grâce aux exportations internationales vers des pays comme l'Inde. L'Inde possède 12 sous-marins de la classe Kilo dans sa flotte appelée localement classe Sindhu-Ghosh. Cependant, en 2013, l'un d'eux a pris feu et a explosé, soulevant des questions sur la viabilité de cette conception. Tout comme les chars russes deviennent un produit moins populaire auprès des acheteurs internationaux, les conceptions navales russes font face aux mêmes problèmes, privant encore davantage le Kremlin des fonds dont il a besoin pour moderniser son armée. La flotte sous-marine russe n'a joué presque aucun rôle dans la guerre en Ukraine. Au lieu de missiles tirés depuis des sous-marins russes frappant des cibles ukrainiennes, c'est l'inverse qui s'est avéré vrai. En septembre 2023, l'Ukraine a lancé des attaques aux missiles de croisière Storm Shadow contre la flotte russe de la mer Noire en Crimée. Un sous-marin russe faisait partie des cibles touchées lors de cette attaque. Existe-t-il des moyens pour la Russie de compenser ces désavantages navals croissants ? Pour combler le manque de capacités industrielles domestiques, la Russie a envisagé d'importer des moteurs navals depuis la Chine, mais c'est une perspective qui comporte ses propres insuffisances. La technologie militaire chinoise est au mieux discutable, et face aux sanctions internationales imposées après l'invasion de l'Ukraine, de telles commandes rendraient Moscou encore plus dépendante de Pékin. La Chine pourrait imposer des conditions très dures dans la quête russe d'une marine moderne. La Russie tente aussi de créer de nouveaux modèles de navires domestiques qui aideraient à atténuer ces lacunes. Cependant, ceux-ci semblent manquer d'une coordination adéquate. La marine russe conçoit simultanément 3 frégates différentes et 5 types de corvettes avec peu de coordination. L'absence d'un commandement naval unifié joue un rôle ici, et ces projets concurrents drainent l'argent des caisses de la marine, au lieu de lui permettre de se concentrer sur la meilleure conception. On pourrait considérer cela comme une version pire du programme Littoral Combat Ship de la marine américaine, qui a vu 2 conceptions différentes siphonner des fonds au détriment d'autres usages plus prometteurs. La Russie a nourri des espoirs pour le projet 23 560.
Leader, un grand destroyer qui, s'il était construit, pourrait supposément remplacer adéquatement les destroyers Udaloy et Sovromani qui ont généralement plus de 30 ans. Le projet 23 560. Leader serait aussi supposément capable de remplacer les 4 croiseurs de la classe Kirov de la marine russe, dont le plus jeune est le Piotr Veliki, âgé de 25 ans. La marine russe a conçu le Leader comme un concurrent des destroyers furtifs de la classe Zumwalt de la marine américaine, dont la mise en service a commencé en 2016. Le Leader a été présenté pour la première fois en mars 2015, au moment où le programme Zumwalt montait en puissance aux États-Unis. Cependant, le destroyer de classe Leader reste théorique. En 2021, des sources affirmaient que la construction commencerait en 2023, mais cela ne s'est pas produit. Puis des rumeurs ont circulé selon lesquelles le programme aurait été abandonné, ayant été retiré du programme d'armement de l'État du Kremlin pour 2025. Des sources de l'industrie navale russe ont ensuite indiqué que le programme n'avait pas été abandonné, mais que son financement avait été réduit. Et comme nous l'avons vu, parce que la Russie manque d'infrastructures de construction navale, il pourrait falloir des décennies pour que le premier destroyer de classe Leader soit achevé, même si la construction démarre. En conséquence de ces problèmes, la Russie se retrouve à tenter de moderniser ses destroyers existants, ce qui, comme nous l'avons vu, est une perspective intimidante en soi. Si la Russie pouvait mettre à niveau ses navires de façon adéquate, par exemple en les dotant de capteurs modernes, il pourrait théoriquement rester pertinent. Cependant, compte tenu de l'historique de corruption de la marine russe, de son manque de fonds et de sa mauvaise planification avérée, ce n'est pas une perspective sur laquelle on devrait être enthousiaste à parier. L'incapacité de la marine russe à concrétiser le destroyer de classe Leader, en raison de problèmes institutionnels et d'un manque de financement, est une humiliation pour le Kremlin, mais elle s'inscrit dans un fil historique commun qui dépasse la Russie. Entretenir et moderniser des forces militaires est et a toujours été une activité coûteuse en argent et en énergie institutionnelle. Historiquement, cette réalité a fait que la plupart des nations ont dû se concentrer soit sur la puissance terrestre, soit sur la puissance maritime. Par exemple, le Royaume-Uni a dépensé massivement pour la Royal Navy durant son siècle impérial, mais n'a conservé qu'une petite armée de terre, bien que très compétente et professionnelle. La Russie a peut-être longtemps cherché à être une puissance maritime, mais sa géographie a dicté que la priorité devait être donnée à ses forces terrestres. Elle peut avoir des prétentions contraires, mais la Russie post-soviétique n'a pas les ressources pour construire une marine de tout premier ordre. Comme nous l'avons vu en Ukraine, elle devra se concentrer encore davantage sur son armée, car elle sortira de la guerre appauvrie en hommes et en matériel. De plus en plus, une marine est un luxe que la Russie ne peut pas se permettre. Mais que pensez-vous de l'état de la marine russe ? Y a-t-il quelque chose que le Kremlin puisse faire pour renverser la situation ? N'oubliez pas de nous le faire savoir dans les commentaires.